Alors vous le savez, si je suis candidate à la présidence de la République, ce n'est pas par hasard, c'est pour redresser la France. C'est pour remettre notre pays en ordre et redonner à chaque Français sa fierté. Ce projet, je le dévoile semaine après semaine depuis le 22 juillet dernier, dans sa philosophie, mais aussi dans ses propositions concrètes. Et vous savez que je préfère le comment faire au commentaire. Mais je crois qu'il est important d'ouvrir les yeux des Français sur le véritable bilan de la présidence d'Emmanuel Macron. Et dans moins de 6 mois, le quinquennat va s'achever. Et l'inaction du président va se transformer en promesse pour demain, puisque vous avez bien compris que Macron, candidat, est en train d'essayer de faire oublier les défaillances de Macron, président. La vérité des faits est beaucoup plus crue. Emmanuel Macron a échoué à réformer la France. Et donc, je vais essayer de vous le démontrer. Je vais essayer de vous démontrer comment la révolution qu'il a prônée se transforme finalement en immense déception. Alors, je vais commencer par parler de la sécurité et de l'ordre, bien sûr, puisque nous avons eu un réquisitoire impitoyable sur le bilan d'Emmanuel Macron dressé par son ancien Premier ministre, M. Édouard Philippe, qui a dit qu'il fallait remettre de l'ordre dans la rue. Alors oui, le président sortant a laissé l'impunité s'installer au sein de la société. Il a laissé l'impunité s'installer, il essaye de corriger ça in extremis avec le Beauvau de la sécurité ou avec les états généraux de la justice, mais qui sont des écrans de fumée. Alors que la première mission d'un État, c'est de garantir la sécurité de tous les Français, de protéger ses concitoyens. Le président a échoué à le faire. Il a laissé l'insécurité exploser, vous connaissez les chiffres. Les coups et blessures volontaires ont augmenté de plus de 17% en 5 ans. La délinquance augmente de manière spectaculaire. Les délinquants sont de plus en plus jeunes. Et aujourd'hui, nous avons des forces de l'ordre qui sont aussi de plus en plus cibles de violence, avec une augmentation des agressions de plus de 21% en 3 ans. Des policiers dont un jour ils louent le professionnalisme et que le lendemain ils accusent de violences policières au risque de jeter le soupçon sur l'ensemble de l'institution. Alors l'insécurité explose, mais en matière de justice, c'est encore pire. Le désarmement pénal mis en place par Christiane Taubira s'est poursuivi pendant ce quinquennat. Le taux d'incarcération aujourd'hui en France est inférieur à celui au taux qu'il avait atteint sous Christiane Taubira. Aujourd'hui, nous avons 2000 détenus de moins que lorsque Christiane Taubira était garde des Sceaux. Une peine de travail d'intérêt général sur 5 n'est pas appliquée, 445 jours avant qu'on l'applique. Plus d'une amende pénale sur 2 n'est pas recouvrée. L'autorité judiciaire a subi un sous-investissement chronique. Alors évidemment, je vous l'ai dit, c'est la séance de rattrapage 2021, donc on voit une augmentation récente du budget de la justice qui est salutaire, mais elle est beaucoup trop tardive. Et la preuve que tout ça se fait dans la précipitation, c'est que vous avez, sur les 3 dernières années, 1 an de budget d'investissement qui n'a pas été consommé. Donc, sur les 3 dernières années, il y a eu des budgets d'investissement qui ont été votés. Sur ces 3 dernières années, 1 an, l'équivalent d'1 an de budget n'a pas été dépensé. Ça prouve qu'en réalité, cette sous-consommation de crédit prouve qu'en réalité, rien n'est fait pour aider vraiment fortement la justice. Et on continue dans le désarmement pénal. Par ailleurs, nos frontières sont systématiquement bafouées. Et en matière migratoire, vous le savez, l'État a fait preuve d'une très grande faiblesse. Le nombre d'autorisations de séjour a explosé. 275 000 titres de séjour délivrés en 2019, c'est 20% de plus que la moyenne des titres de séjour délivrés sous le quinquennat socialiste de François Hollande. 20% de plus que sous François Hollande, 50% de plus que sous le quinquennat de Nicolas Sarkozy. C'est un chiffre record depuis plus de 40 ans. Les prétendus mineurs non accompagnés présents sur le sol français ont aussi atteint un record historique. Ils sont 40 000 aujourd'hui, alors qu'ils étaient
entre 4 et 8 000 sous Nicolas Sarkozy. Donc on est quasiment on a multiplié par entre 5 et 10. Le gouvernement ne parvient pas à faire respecter nos lois, puisque seul un étranger en situation irrégulière sur 8 et un débouté du droit d'asile sur 9 sont effectivement reconduits dans leur pays d'origine, à comparer avec les 44% d'exécution des obligations de quitter le territoire français en 2012 sous Nicolas Sarkozy. Alors, Emmanuel Macron et le gouvernement ont de surcroît maintenu les primes à l'illégalité. Les primes à l'illégalité, c'est quoi ? C'est toutes les aides qui sont attribuées aux étrangers en situation irrégulière. Et vous connaissez mon combat contre les réductions dans les transports en commun pour les étrangers en situation irrégulière. C'est à la fois incompréhensible et c'est surtout totalement singulier en Europe. Et ça explique aussi l'appel d'air que représente notre pays pour l'immigration clandestine. Alors, un président sortant qui a laissé l'impunité s'installer, mais un président sortant qui a aussi fragilisé les piliers de la République. Dans les piliers de la République, il y a la nation. Et face à la montée des communautarismes et de l'islamisme, Emmanuel Macron a révélé toute sa faiblesse. Il a eu la main tremblante face à la menace islamiste. Nous ne sommes pas aujourd'hui suffisamment armés face à cette menace. Aujourd'hui, vous le savez, des dizaines de terroristes sont libérés de prison tous les ans. Plus de 40 l'ont été en 2020, plus de 60 vont l'être en 2021. Et le gouvernement n'a pas pris la mesure pour les placer en mesures de sûreté, c'est-à-dire pouvoir les maintenir, les assigner à résidence. Ces mesures de sûreté, elles sont prises pour les criminels qui sont dangereux, elles ne sont pas prises pour les terroristes djihadistes. De la même façon, le gouvernement n'a pas pris les mesures nécessaires pour éloigner les étrangers radicalisés. On a 22 000 individus qui sont inscrits au fichier de signalement pour radicalisation terroriste, 22 000 individus inscrits au fichier pour la radicalisation terroriste. Il y en a 4 000 qui sont étrangers, mais d'après le ministre de l'Intérieur lui-même, on n'en a reconduit que 600 dans leur pays d'origine. Par ailleurs, vous le savez, le président a balayé d'un revers de main le plan banlieue qui était proposé par Jean-Louis Borloo pour éradiquer les ghettos et désenclaver les banlieues, en arguant, je vous le cite, que 2 mâles blancs ne pouvaient pas résoudre la question des banlieues. Et en réalité, nous avons sur cette question de l'éradication des ghettos un très grand retard à l'allumage du gouvernement sur la mise en place du plan de rénovation urbaine. Et donc là aussi, une totale inaction face à la montée du communautarisme et du séparatisme donc qu'il prétend combattre. Donc, fragiliser la nation, fragiliser notre école républicaine. L'école républicaine, c'est l'école qui doit offrir la même chance à chaque enfant de France, et c'est tout le contraire. L'école de la République aujourd'hui est la plus inégalitaire d'Europe. Les performances de notre système éducatif n'ont cessé de chuter. Nous avons 125 000 jeunes qui, aux journées d'appel à la défense, ont des problèmes de maîtrise de la lecture, et nous sommes aujourd'hui derniers en Europe pour le niveau de mathématiques. J'ajoute que si le gouvernement a pris une mesure qui allait dans le bon sens, celle du dédoublement des classes en zone d'éducation prioritaire, il a en revanche fermé 808 classes à la rentrée 2018 dans les territoires ruraux. Et donc les inégalités territoriales se renforcent au détriment de ces territoires. Et ça, c'est juste inacceptable. Alors, il a fragilisé les piliers de la République. Et puis, sur le plan des finances publiques, il a cramé la caisse. Et il va laisser notre situation économique structurellement dans une situation d'extrême fragilité. Aujourd'hui, vous le savez, le gouvernement se félicite du fait que nous ayons une croissance qui redémarre à hauteur de 6,5%. Mais c'est parce que nous avons eu une récession de près de 8% l'année dernière.
La récession française a été l'une des plus fortes en Europe en 2020. Et donc c'est normal qu'on rebondisse plus fortement. Mais si vous faites -8 plus 6, ça veut dire qu'on n'atteindra pas à la fin de l'année le niveau d'avant-crise. C'est ça la réalité. Et nous avons un conseil d'analyse économique qui a jugé que nous étions 26e pays sur 38 pour le coût de la crise Covid. Ça veut dire que nous aurions pu gérer cette crise, nous aurions pu atténuer le choc de cette crise à bien plus faible coût. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le Conseil d'analyse économique. Alors, par ailleurs, la reprise se fait sur un fond de très grande fragilité. Il suffit de regarder notre balance commerciale. Aujourd'hui, nous sommes totalement dépendants de l'étranger. Nous sommes totalement dépendants de l'étranger. La France, en 2020, a affiché le pire déficit commercial de son histoire, moins 82 milliards d'euros, contre un excédent de 182 milliards en Allemagne. Et une Italie qui fait plutôt bien, qui se tire plutôt bien sur l'épingle du jeu. Donc on a un vrai sujet. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire globalement que nos entreprises ont des boulets aux pieds. Ça veut dire qu'elles n'exportent pas. Ça veut dire qu'elles ne sont pas compétitives ou qu'elles ne sont pas placées sur les bons marchés. Par ailleurs, vous le savez, les finances publiques sont hors de contrôle, avec un déficit public en 2020 de 9,4% du PIB et une dette publique de 115% du PIB. J'ai entendu Bruno Le Maire expliquer que sous Nicolas Sarkozy aussi, nous avions eu à faire face à une crise économique. Je rappelle que depuis Nicolas Sarkozy, entre le moment où j'étais ministre du Budget en 2012 et aujourd'hui, nous avons accumulé 1000 milliards de dettes supplémentaires. 1000 milliards de dettes supplémentaires. C'est-à-dire, sous les 2 quinquennats Hollandais-Macron, 15 000 euros de dettes de plus par Français. 15 000 euros de dettes de plus par Français. La dépense publique sous le quinquennat Macron aura augmenté de 144 milliards d'euros en 5 ans, s'établissant à 56,4% du PIB. 56%. C'est 6 points de plus que la moyenne de l'Union européenne, 8 points de plus que l'Allemagne. Nous sommes le pays en Europe qui taxe le plus ses entreprises. Ceci explique cela. En 2019, le taux moyen de taxation, charges sociales comprises, total des entreprises françaises, est de 60% des bénéfices commerciaux. Ce n'est pas 5 points, ce n'est pas 10 points, c'est 20 points de plus que la moyenne européenne. 60% des bénéfices commerciaux en taxes et en charges, 20 points de plus que la moyenne européenne. Alors, il a déjà été un président dépensier, mais en tant que candidat, puisque désormais il faut considérer Emmanuel Macron comme un candidat, c'est pour ça d'ailleurs que je fais cette conférence de presse, il est en train d'exploser tous les compteurs. C'est l'open bar. Vous le savez, le projet de budget 2022 comporte 11 milliards d'euros de dépenses supplémentaires, mais le Haut Conseil des finances publiques a, et c'est un fait unique dans l'histoire, refusé de se prononcer sur le budget, en disant que le budget qui lui était transmis n'était pas complet compte tenu de toutes les annonces nouvelles présentées par le président de la République à longueur de semaines. Donc nous avons un Haut Conseil des finances publiques qui n'a pas été capable de se prononcer sur le budget 2022. Voilà. Alors, Emmanuel Macron a échoué à libérer notre société qui étouffe sous les carcans des normes et de la bureaucratie. Sur le plan des finances publiques, il a cramé la caisse. Sur le plan de la bureaucratie, il a laissé l'enfer bureaucratique gouverner la France. Et là, c'est complètement contraire aux promesses qu'il avait faites dans sa campagne, où il avait promis de libérer les énergies. Aujourd'hui, c'est tout le contraire. Vous savez qu'Emmanuel Macron avait promis de supprimer 120 000 postes, 120 000 postes de fonctionnaires. Je vous laisse seul juge. Cette année, il en supprime 157. 157. S'il veut aller jusqu'à 120 000, il lui faudra 750 ans. Voilà, 750 ans. Donc, la bureaucratie, il n'a absolument pas réduit la bureaucratie pléthorique. Et l'inflation normative sous le quinquennat d'Emmanuel Macron s'est accélérée. Je vous donne un ou deux chiffres. Il y a eu plus de 17 modifications du code pénal
depuis le début du quinquennat, 17 modifications du code pénal, 120 ordonnances depuis 2020. C'est le total le plus élevé du XXIe siècle. Et puis alors les lois fourre-tout n'arrêtent pas de s'empiler, comme la loi climat et résilience, 69 mesures, toutes plus tatillonnes les unes que les autres, qui ne satisfont personne. Donc vous savez bien que dans mon projet, j'ai une grande mesure qui empêchera les parlementaires de sortir de l'article 34 de la Constitution, c'est-à-dire des grands principes, pour aller dans ces tatillonneries qui se traduisent ensuite en cascade sur des règlements encore plus tatillons, des circulaires encore plus tatillonnes. Et s'il y avait un exemple de l'hyperbureaucratie qui paralyse, ce serait la gestion de la crise sanitaire. La crise sanitaire a montré combien notre pays a besoin d'un choc de simplification, d'un choc de décentralisation qui n'a jamais eu lieu pendant le quinquennat. Nous avons vécu des imbroglios à répétition, que ce soit sur les masques, les tests, la vaccination, qui ont mis en lumière les failles de l'hyper-administration. Lors de la campagne de vaccination, il y a un rapport parlementaire qui a recensé 21 instances de décision. 21 instances de décision restées assis et d'évaluation. Qu'est-ce qui a changé depuis? Rien. Alors, cramer la caisse, échouer à libérer la France de l'enfer bureaucratique, au contraire, accru l'enfer bureaucratique. Et puis le président n'a pas mené les réformes structurantes qu'il avait promis de mener, qu'il devait mener, mais c'est parce qu'il pense plus à la future élection qu'à la future génération. Alors où est l'État stratège porteur d'une véritable politique industrielle? Emmanuel Macron nous en a parlé. Aujourd'hui, le récent plan France 2030, c'est un pays à 4, ripolliné, un plan d'investissement d'avenir, 4e mouture ripolliné. C'est avant tout du saupoudrage, 600 millions pour la culture, 600 millions par-ci, de la même façon que le plan de relance. Un plan de relance qui n'a été exécuté qu'à 40%. Et quand on voit qu'on a 17 millions sur des appels à projets pour des jardins partagés, on se dit que voilà, on tombe vraiment bien bas. Donc le saupoudrage remplace la vision stratégique. Et la vision stratégique, c'est celle qui permet de réaliser des grands projets. Or, vous le savez, les grands projets ont tous pris un retard faramineux. L'EPR de Flamanville, pour le nucléaire, 10 ans de retard. Le Charles de Gaulle Express, qui est à l'arrêt. Le Grand Paris, qui accumule les retards, qui ne tiendra pas les délais fixés pour les Jeux Olympiques. La fusée Ariane 6, qui avant même d'être lancée est déjà obsolète, puisqu'aujourd'hui, la rentabilité, la compétitivité est aux lanceurs réutilisables, comme celui de SpaceX. Donc vous voyez, l'État stratège porteur d'une vraie politique industrielle, là aussi, il est entravé. Il a des boulets aux pieds. Où est l'État stratège pour créer le choc d'offres de logement qui avait été promis par Emmanuel Macron? Vous vous en souvenez, Emmanuel Macron avait dit « je vais faire une politique de l'offre, on va construire ». Eh bien, le nombre de permis de construire a baissé de 24% entre 2017 et 2021. Dans une société qui n'a jamais été aussi mal logée, dans une société qui est en souffrance avec la crise Covid et le confinement sur la question du logement, on n'a jamais aussi peu construit. On est passé sous la barre fatidique des 400 000 permis de construire délivrés par an. Et de la même façon, les objectifs de logements sociaux que promettait Emmanuel Macron n'ont absolument pas été atteints. Et les déclarations d'Emmanuel Wargon récentes expliquant qu'il fallait que les Français renoncent à leur rêve d'un pavillon individuel montrent non seulement une méconnaissance des aspirations des Français, mais une méconnaissance de la situation actuelle du logement totale. Et puis, cette déconnexion, elle est assez classique, finalement, du pouvoir macronien. Alors, où est l'État stratège en matière d'industrie? Où est l'État stratège en matière de logement? Où est l'État stratège en matière d'indépendance alimentaire et agricole? Est-ce que vous vous êtes rendu compte que le gouvernement a profité de la réforme de la PAC pour laisser tomber l'agriculture biologique, en supprimant les aides au maintien de l'agriculture bio et surtout en empêchant les régions qui avaient repris à leur compte ces mesures de soutien à la place de l'État qui s'était désengagé, en interdisant aux régions désormais de soutenir l'agriculture biologique? Ça, c'est une vraie vision de long terme environnementale pour l'agriculture. C'est le contraire d'une vision de long terme pour l'agriculture.
Par ailleurs, l'excédent de la filière agroalimentaire, là aussi, est totalement en trompe-l'œil, parce que si vous enlevez les vins et les spiritueux, la France a un déficit agricole désormais de plus de 6 milliards d'euros. La France, grande puissance agricole, en dehors des vins et spiritueux, est en déficit. Ça veut dire que nous importons plus de produits agricoles que nous n'en produisons. C'est une spirale qui montre la baisse de la compétitivité de notre agriculture. Et j'ajoute que nous avons signé au niveau européen des traités de libre-échange qui ont permis à des concurrents étrangers qui ne respectent pas nos normes environnementales, les normes environnementales des producteurs français, de pénétrer sur nos marchés. On estime, c'est un rapport du Sénat de 2019, qu'entre 10 à 25% des produits alimentaires importés en France ne respectent pas les normes que nous imposons aux agriculteurs français. Ça veut dire que vous mangez des produits étrangers qui ne sont pas aux normes des produits français, vous les achetez. Et donc ça nécessite vraiment un travail sur la traçabilité. Et c'est une vraie faute, ces traités de libre-échange. Et c'est surtout une faute vis-à-vis de tous nos agriculteurs à qui on a, là encore, imposé des normes extrêmement strictes et qui voient arriver dans la grande distribution des produits qui ne respectent pas ces normes. Par ailleurs, nous n'avons évidemment pas structuré les filières comme ceux des matériaux biosourcés. On va avoir un village des Jeux Olympiques qui va être construit avec du bois importé. Voilà la situation aujourd'hui pour l'indépendance alimentaire agricole. Alors, où est l'État stratège qui définit une vraie politique environnementale ? Là aussi, on a entendu un président du discours qui a multiplié les prises de position spectaculaires sur l'environnement. Lors du One Planet Summit, souvenez-vous, il appelait Trump à Make the Planet Great Again. Mais ces déclarations n'ont jamais été suivies des faits. Et je vous rappelle que nous venons d'être condamnés pour non-respect, l'État français, pour non-respect de nos engagements environnementaux. C'est ça la réalité du bilan d'Emmanuel Macron. Les lois environnementales, quant à elles, ont cruellement manqué d'ambition et de vision et de courage. On a aujourd'hui une lutte contre le gaspillage et l'économie circulaire qui a prévu la fin de la mise sur le marché d'emballage à une échéance qui est beaucoup trop lointaine et qui n'aborde absolument pas la question cruciale des déchets, de la valorisation énergétique de ces déchets et de la fin des décharges sauvages. Donc vous voyez bien qu'on est à côté de l'enjeu en matière environnementale. Et je vous ai parlé du bio dans un instant. Enfin, où est l'État stratège quand il s'agit de produire les biens indispensables, notamment sur le plan de la santé publique ? Vous le savez, nous n'avons pas réussi à produire de vaccins, mais c'est aussi parce que le créateur de Moderna, qui est français, est parti chercher aux États-Unis et qu'un manque de soutien du gouvernement à l'égard de la start-up française Valneva conduit celle-ci à produire plus de 100 millions de doses au gouvernement britannique. Voilà. Donc les réformes structurantes n'ont pas été faites et l'État stratège est un mythe. Sur le plan international, le président Macron a donné beaucoup de leçons à l'Europe et au monde, mais a manqué de défendre les intérêts de la France. Il a fait tout le contraire de ce que font les Allemands. Il n'a pas redonné à la France sa place centrale en Europe, avec des revers industriels majeurs, comme par exemple le fait que la Belgique choisisse de se fournir en F-35 américains au détriment de nos Rafales français. Il n'a pas défendu nos secteurs stratégiques. Aujourd'hui, dans le plan de relance de la transition énergétique européen, de la transition écologique européenne, le nucléaire, les investissements nucléaires ne sont pas pris en compte. Donc, alors que les centrales au gaz sont prises en compte. Quel meilleur exemple du fait que l'Allemagne sait défendre ses intérêts et que la France ne le sait pas. Voilà. On vise la décarbonation en 2050 et l'Europe considère que le nucléaire ne participe pas à la stratégie de décarbonation alors qu'elle accepte de considérer que des centrales au gaz, qui là pour le coup sont vraiment tout sauf zéro carbone, peuvent participer à la stratégie de transition écologique de l'Europe. Donc quel meilleur exemple pour montrer comment les Allemands défendent leurs intérêts, comment nous ne les défendons pas. Je rappelle aussi qu'il y a une vraie incertitude sur le fait que Strasbourg demeure à long terme le siège du Parlement européen, après que la Cour de justice de l'Union européenne a autorisé le Parlement à voter le budget
dans le cadre d'une session plénière à Bruxelles. Donc on a le vote du budget, ça y est, qui a été délocalisé à Bruxelles. Ça devrait être un signal d'alarme qui déclenche évidemment une levée de bouclier. Quant à l'OTAN, ben là aussi, le président a utilisé ce qu'il sait le mieux faire, c'est-à-dire le magistère de la parole, en disant que l'OTAN était en état de mort cérébrale. Qu'a-t-il fait depuis? Rien. Il n'existe aucun pilier européen dans l'OTAN. Et alors même que les États-Unis viennent de nous poignarder dans le dos en Australie avec les Britanniques, nous n'avons absolument rien obtenu sur l'autonomie stratégique européenne en matière de défense. Et nous continuons de porter seuls, notamment au Sahel, le poids de la protection de l'Europe contre le terrorisme islamiste. Alors oui, le président, en matière de politique étrangère, s'est comporté d'abord comme un communicant et non pas comme un président. Il a plié, je l'ai dit, face à l'Allemagne, face à la Chine. Il a multiplié les prises de position contradictoires en affaiblissant la parole de la France. Il a promis le renforcement de Barkhane au Sahel en 2020 et il a indiqué ensuite que nous serions présents au Sahel pour au moins 10 ou 15 ans, et 15 jours plus tard, il a annoncé la fin de Barkhane en juin 2021. Voilà. On le voit bien aujourd'hui, en matière de politique étrangère, il vaut mieux poser les actes que poser les discours. Alors, je reviendrai ensuite au mode de gouvernance. Enfin, au mode de gouvernance d'Emmanuel Macron, parce que c'est important aussi de parler de son mode de gouvernance. Par son attitude, Emmanuel Macron a aussi divisé la société française. La présidence d'Emmanuel Macron a été aussi verticale que méprisante vis-à-vis des territoires et vis-à-vis des corps intermédiaires. Jamais, depuis le début de la Ve République, les corps intermédiaires et les territoires n'ont été aussi systématiquement dénigrés et ignorés que sous le quinquennat d'Emmanuel Macron. Et en les oubliant, il a oublié l'esprit français de dialogue et de respect des identités territoriales. Emmanuel Macron a inscrit son action dans le centralisme technocratique le plus pur. Par sa réforme de la fiscalité locale et la fin de la taxe d'habitation, il a accéléré la mise sous tutelle des communes. Aujourd'hui, il a cramé la caisse pour l'État, mais il a exigé en revanche des collectivités des économies de 13 milliards d'euros dans les dépenses, des économies que l'État n'a pas du tout su réaliser pour lui-même. Il a pris des décisions unilatérales sans aucune concertation. Je ne vous rappelle pas l'augmentation de la taxe carbone de 7,5%, les 80 km/h et la réaction des Gilets jaunes, une réaction dont l'ampleur l'a stupéfait, mais qui était très prévisible quand on connaît la réalité de la vie dans les territoires. Et en infligeant un revers sans précédent à la majorité présidentielle dans le cadre des élections locales, les Français ont rappelé la force et la puissance des identités locales et la force et la puissance aussi des bilans en matière politique. Alors, ce quinquennat a aussi été marqué par l'affaiblissement de notre vie démocratique, avec une mise sous tutelle progressive du Parlement. Le Parlement qui est composé de ce qu'Emmanuel Macron qualifie d'amateurs. Alors oui, le président a réduit petit à petit l'Assemblée nationale en une chambre d'enregistrement qui habilite le gouvernement à prendre des ordonnances dans des domaines extrêmement vastes. Et le Conseil des ministres, quant à lui, a été remplacé par un conseil beaucoup plus restreint, le Conseil de défense. Et ce Conseil de défense, évidemment, a réduit l'influence des ministres à peau de chagrin, mettant un terme à la collégialité gouvernementale traditionnelle des institutions de la Ve République. La présidence Macron, c'est aussi une présidence de tergiversation et d'un en même temps qui conduit à l'immobilisme. À force de se dire ni de droite ni de gauche, on finit par ne rien penser et surtout à dire à chaque public ce qu'il a envie d'entendre. Alors, Emmanuel Macron dit beaucoup, mais il fait souvent l'inverse. On peut prendre là encore un certain nombre d'exemples concrets. Il avait promis de plafonner le nombre de conseillers ministériels. Celui-ci a augmenté de plus de 76%, faisant du gouvernement Castex le plus cher de l'histoire de la Ve République.
alors qu'il a fermé le deuxième réacteur de Fessenheim et qu'il voulait fermer 12 centrales nucléaires dans la prochaine décennie. Emmanuel Macron, poussé par l'opposition, poussé aussi par la réalité de notre dépendance aux énergies fossiles et par l'augmentation des prix de ces énergies, se remet tambour battant au nucléaire comme énergie d'avenir. C'est plus du en même temps, c'est carrément de la volte-face. Emmanuel Macron a manqué les grandes occasions d'agir, la réforme des retraites, le renouveau de la vie politique, la simplification administrative, la création des 15 000 nouvelles places de prison, autant de promesses non tenues qui devront faire l'objet d'un immense courage politique demain. Voilà. Alors, c'est une présidence Macron qui creuse les fractures au sein de la société. Vous savez, les seniors ont été parmi les grandes victimes du quinquennat d'Emmanuel Macron en subissant d'abord la hausse de la CSG, puis la désindexation des pensions de retraite. Il a opposé les générations les unes aux autres. Les familles ont aussi été sacrifiées par 10 années de quinquennat Hollande-Macron qui ont détricoté la politique familiale pour les classes moyennes. Et vous le savez, la conséquence ne s'est pas fait attendre. Les naissances se sont effondrées avec seulement 740 000 naissances en 2020. C'est 10% de moins qu'il y a 10 ans. Et le gouvernement continue de pénaliser les familles et notamment les classes moyennes avec la baisse de 8,5% du montant de la prestation d'accueil du jeune enfant en 2018, la réduction de son plafond et la désindexation des prestations familiales en 2019 et 2020. Et vous le savez, pour moi, c'est un critère fort, la conciliation de la vie familiale et de la vie professionnelle. Ça doit s'appuyer sur une politique familiale forte. Parce qu'un pays qui décline démographiquement décline tout court. Enfin, il a creusé la fracture entre les villes et les campagnes. Les campagnes ont été les grandes oubliées de ce quinquennat. Vous le savez, les territoires ruraux se sont sentis abandonnés. Aujourd'hui, on a 66% des Français qui habitent en zone rurale qui ont le sentiment de vivre loin, un peu trop loin de tout. C'est un chiffre qui a augmenté de 7 points en 5 ans. Et le chiffre qui parle le plus, c'est celui sur les déserts médicaux. Vous le savez, en 2021, le nombre de généralistes est passé sous la barre fatidique des 100 000. Alors qu'ils étaient 102 000 en 2018, aujourd'hui en 2021, les généralistes sont plus que 95 000. Donc face à cette crise démographique médicale, les réactions du gouvernement ont été totalement inexistantes et nous allons vers une vraie et dramatique désertification médicale en France. Alors, mesdames et messieurs, ce diagnostic est sans concession sans doute. Moi, je suis une opposante juste, vous me connaissez. Je ne dirais pas que tout ce qui a été fait dans ce quinquennat est mauvais. Et d'ailleurs, ce qui a été fait de bien, je le garderai. Je conserverai, je l'ai dit, le dédoublement des classes de CP dans les zones d'éducation prioritaire. Je garderai l'imposition forfaitaire sur le capital. Je garderai le prélèvement à la source. Mais face à ces petits acquis du quinquennat, vous voyez qu'il reste une immensité des chantiers de redressement à conduire. Immensité des chantiers. La France a perdu 5 ans et la poudre aux yeux de la campagne engagée par Emmanuel Macron ne doit pas aveugler les Français. Je crois que le président Macron a été inspiré par Machiavel. Vous le savez, vous connaissez cette fameuse phrase de Machiavel. Machiavel disait « Gouverner, c'est faire croire ». Moi, je crois que gouverner, c'est agir. Ou gouverner, c'est faire, tout simplement. Et ce sera mon projet pour la France.